Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, malgré des attaches natives fermement ancrées à l'ouest, n'a jamais boudé le charme lascif des contrées du sud, notamment lorsqu'elles produisent un cinéma aussi chouette que celui que régulièrement on trouve chez nos cousins espagnols, dont l'un des plus fiers représentants actuels est certainement Alex de la Iglesia. Et ça tombe bien, son nouveau film El Bar, pris au piège en VF, est tout juste dispo en VOD uniquement, malheureusement, mais c'est déjà ça de prix. Et on va, quoi qu'il arrive, en causer et remonter le film de sa riche filmographie en compagnie des trois piliers de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Yannick Daron, salut Yannick. Salut. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Alexandre Arbaud, salut Alex. Hola, buenos días. C'est nos ciné épisode 96 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Ah merde. El Bar, comme son nom. Mierda, comme tu dis. Ouais. Comme le nom du film l'indique. Ça se passe dans un bar, parce que oui, moi aussi j'ai fait espagnol LVR, mais je crois que c'est le cas de tout le monde autour de cette table. Un bar de Madrid précisément, où sont attablés quelques habitués dont le quotidien va exploser en même temps que la tête d'un d'entre eux qui a le malheur de prendre une balle en pleine tronche en ouvrant la porte du troquet. Résultat, toute la troupe se retrouve cloîtrée dans le bar dont elle n'ose plus sortir et ça ne va pas aller en s'améliorant. Otra cosa que pueda haber pasado, que mira que no la quería decir, es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad. Voilà, c'est histoire de se mettre dans le bain linguistique, mais on avait déjà bien commencé de ce point de vue-là. Avant de remonter, donc, comme je le disais, le fil de la filmo d'Alex de la Iglesia, quelques mots sur El Bar. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Alexandre, je me tourne vers toi en premier. Alors, Alexandre qui est all suave shit, il faut le dire, Ouais, quand même, parce qu'il a il est ses vraiment lunettes de all soleil suave et sa clope là, on se croirait sur un plateau d'Ardisson quoi. effectivement, Ardithon. C'est vrai que nous enregistrons en extérieur, c'est pour ça. Non, El Bar, comme la plupart des films d'Alex de la Iglesia, commence très bien avec une mise en place hyper maîtrisée, parce que c'est quand même un film choral, majoritairement huis clos, et avec une galerie de personnages multigénérationnels, bref, des piliers de comptoir comme des gens un peu plus apprêtés. Donc j'ai été vraiment très fan de l'installation du film, et j'avoue avoir été un poil déçu par à partir du deuxième tiers en fait. Il y a toujours cette folie ambiante qu'on trouve dans tous ces films, mais il m'a un poil perdu, et au-delà de ça, je sais pas, j'ai pas été autant chaque personnage et la façon et la mise en scène m'a contenté. J'ai pas constaté de baisse de régime à ce niveau-là en voyant le film. Autant je m'attendais à quelque chose de plus satisfaisant, percutant et original sur le point de vue du scénario. Je vais essayer d'en parler sans spoiler, mais un truc très con, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'action se passe en plein centre de Madrid, voilà, dans un quartier populaire, milieu urbain, et en fait, nos personnages sont isolés dès le départ, donc parce que voilà, ils osent pas sortir du bar de peur de se prendre une balle d'un sniper inconnu pour une raison qu'on ignore au début, et toute cette justification là est un poil nébuleuse à mon goût. Il y a dans toute la filmographie de Iglesia, dès son premier film Action Mutante dont on parlera tout à l'heure, il y a énormément de railleries sur les médias et la télévision en particulier. Il a bossé lui-même dans la télévision, il a été décorateur sur des émissions, etc. Bref, et donc ça transparaît dans toute sa filmographie. Gros foutage de gueule à juste titre de la trash TV, etc. Et dans ce film-là, c'est un peu en sourdine, mais il y a quand même cet aspect les médias racontent n'importe quoi, on nous ment. Alors là, en l'occurrence, c'est pas vraiment eux qui font l'action, ils sont plutôt complices d'une hypothétique opération couverture du gouvernement, voilà, etc. Où en gros, l'action les spectateurs ne savent pas en regardant les chaînes d'infos ce qui se passe vraiment dans le centre de Madrid. Il y a une opération, voilà, couverture, on fait brûler des pneus pour faire de la fumée. Et c'est au sens, voilà, c'est un symbole, mais littéralement, il y a un écran de fumée et on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment en regardant la télé. Et comme la fin du film, elle reste sur cette tonalité-là, il y a un petit relent qui, moi, m'a un poil chagriné, mais c'est parce que c'est dans l'air du temps. Un petit relent un peu complotiste, genre « Hey, fake news !» Alors, c'est peut-être un réflexe corporatiste journaleux de ma part, mais journalope même, on peut le dire, gauchias, mais ce qui passait sans problème dans ses précédents films quand il brocardait la télévision de divertissement, et c'était le cas notamment dans son dernier long métrage Mi Gran Noche, qui se passe pendant l'enregistrement d'une émission de réveillon de fin d'année. Là,
c'est peut-être le fait de l'avoir vu juste après avoir vu une énième logorée de Donald Trump, qui serait d'ailleurs un merveilleux personnage de la Iglesiasque, une énième saillie de Trump contre CNN, où il balançait sur Twitter une vidéo où on le voyait en train de tabasser symboliquement CNN, etc. Même si je pense pas que la télé soit devenue maintenant une vache sacrée qu'il faille épargner par les critiques, au contraire. Mais j'ai l'impression que de la Iglesia, là, sur le coup, c'est sans doute un problème de timing, et peut-être que quand je reverrai le film un peu plus tard avec d'autres choses en tête, ça passera mieux. Mais là, j'ai été un poil dérangé par ce côté on hurle avec les loups, délire un peu complotiste, etc. C'est pas quelque chose de non plus fondamental dans le film, c'est pas quelque chose qui gâche totalement la vision du film. Mais moi, c'est comme ça m'a quand même un peu, ça m'a quand même un poil chagriné. C'est même en retrait quand même, moi je trouve. C'est très en retrait, mais c'est très en retrait. J'aimerais bien rebondir par rapport à ça, parce que c'est marrant. Là-dessus, je l'ai pas. Je suis d'accord avec ton analyse. C'est moi. Pour dire vite fait, moi je suis un inconditionnel d'Alex de la Iglesia, que je considère être comme un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, à ses débuts, il l'était, c'est évident. Juste par rapport à ça, avant que je complète ce que je voulais dire, moi j'ai pas du tout vu, contrairement à beaucoup de ses films, une charge contre les médias. Non, c'est très ténu. Oui, non, mais comme tu dis, même si c'est peu dans le film, il y a quand même un regard par rapport à ça. Là où moi, justement, j'ai eu l'impression que c'était la bascule. Alors, j'y ai vu, moi, ce qu'il voulait y faire, selon moi, qui était au contraire la bascule vers le spectateur aujourd'hui et vers les réseaux sociaux, et t'as l'impression de voir que tout le film, et en tout cas une bonne partie au début, est comme un fil de Facebook, avec chacun qui va de son interprétation délirante, chacun qui va de la contestation de ça, et puis ça vrille en paranoïa, ce qui est la caractéristique de tout ce qu'on dit quand on chie sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai plus l'impression que c'était ça son sujet que les médias établissent. C'était plus, je te visualise un fil Facebook qui part en sucette avec 5 personnes qui n'auraient rien à faire ensemble, et c'était le principe. D'ailleurs, au début, ils arrivent, ils ont fondamentalement rien à faire ensemble. Bon, moi aussi, j'ai été déçu par le film par rapport à mes attentes sur Alex de la Iglesia, et encore une fois, pas par la mise en scène, parce qu'il y a même 2-3 petits plans qui sont super brillants dans la façon de gérer la scénographie, avec je sais pas combien de personnages, mais ils sont bien 6 ou 7 à l'intérieur, qui sont quand même relativement bluffants. Moi, j'adore Alex de la Iglesia. D'abord parce que, au-delà même de la charge contre les médias, qui est présente dans tous ces films, c'est une charge contre la morale, c'est une charge contre l'éthique triomphante, c'est une charge contre la chape de plomb morale de nos sociétés, et ça depuis le début. Donc c'est un type qui est vraiment subversif dans ce sens-là, et sarcastique et cynique aussi par moments, et qui rentre dans l'art de tout ce qui est un dogme actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un mec qui a une cinéphilie monumentale, et du coup réinvestir. Alors c'est même pas qu'il investit des genres, c'est qu'il en prend des fois au sein d'un seul film plusieurs genres qui va traficoter à sa sauce. On se rappelle encore Les Sorcières de Zarakamudi, comment ça démarre, et comment ça se termine. Dans celui-là, c'est clairement le survival, et tout le final est d'ailleurs fait de cette manière-là. Alors, ce qui m'emmerde, une des raisons qui m'emmerde, c'est que je trouve qu'il en dévie pas tant que ça. En réalité, là où je m'attendais, moi, de la part de la Iglesia, qui me retourne le cerveau par rapport à ces codes-là, par rapport à ce genre-là. Et puis, la troisième chose, qui est peut-être la plus fondamentale, et alors là, plus en termes narratifs qu'autre chose, c'est que derrière l'hystérie, entre guillemets, carnavalesque qu'on lui reproche, qu'on a pu lui reprocher, ou qu'on peut admirer, et que j'ai adoré, moi, dans plein de films, cette folie qui fait partir chacun de ces films dans tous les sens, il y a toujours une énorme et profonde humanité. On a toujours une scène de bascule fondamentale où on est touché, même des fois par le personnage le plus antipathique qu'on ait pu imaginer au départ, au-delà des gueules qu'ils ont, parce qu'il y a toujours la bassesse humaine dans les films de Alex de la Iglesia. Donc moi, j'étais pas surpris d'avoir ces vieilles là, qui ont une sale gueule, qui se comportent comme des enfoirés pendant tout le film. Ça c'est génial. Tu l'as déjà dans Mes chers voisins, tu l'as dans tout ça. Mais c'est toujours contrebalancé par une profonde humanité. Moi, mon meilleur exemple dans toute la filmographie, c'est cette humanité incroyable qui transparaît dans Balade attristée, qui est pourtant un film qui part en sucette à certains moments de manière hystérique. Et là, ça n'y est pas. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé tout ce film comme un ride rigolo où j'espérais une ironie finale, une mise en perspective de son sujet, la menace dont tu parles qu'on ne peut pas évoquer. Pour moi, c'était un leurre. Quand elle arrive, c'était un leurre évident. Eh ben non, en fait, ça l'est pas. Et c'est vraiment ça son truc. Et jusqu'au bout, c'est ça. Et j'étais là, c'est tout. Parce que je pense que je finis juste et je te laisse parler. Je m'en serais foutu de ça
s'il y avait eu cette humanité dans les persos et ça m'avait apporté quelque chose. Sauf que bon, ils sont tous plus entre guillemets désagréables les uns que les autres, volontairement construits comme ça, et ça ne varie jamais. Donc au bout d'un moment, voilà, j'y croyais, j'y ai cru une bonne partie du film, et plus le film avançait, plus j'attendais le contrepoint, et je l'ai jamais eu. Mais t'as dormi. Stéphane. Non, du tout. Enfin, je l'ai pas, en tout cas, il m'a pas touché. Pour moi, ce qui est évident, sans spoiler forcément, c'est qu'on parle d'un film qui part donc d'une situation entre guillemets à la comment dire un après-midi de chien où les mecs sont enfermés dans un endroit et il se trouve en plus que le bar existe vraiment, en fait c'est le bar en bas de leur rue. Oui, c'est le bar où ils vont. Ouais, c'est le bar où ils vont bouffer, donc ils l'ont reconstruit pour le film, mais voilà. Et je pense que certains personnages sont clairement repris inspirés inspirés du réel. Décalqués du réel. Et l'idée, c'est de partir de cette situation un peu de huis clos tendu pour basculer dans le film d'horreur pur, hein. C'est-à-dire que c'est même plus qu'une question de survival, hein. C'est le film d'horreur et ce que tu dis là, la raison plus ou moins la menace précisée, en fait c'est une menace de film d'horreur pour moi. Voilà. Donc pour revenir sur ce que tu disais aussi sur l'humanité, moi ce que j'adore, et c'est très vrai ce que tu disais sur la bascule émotionnelle, Alex de la Iglesia, c'est un cynique qui voudrait être un mec pur. Et c'est un mec pur qui voudrait être un cynique. Donc en fait c'est un mec qui est extrêmement il y a lui, il y a son scénariste aussi, hein. Il faut pas l'oublier. Jorge Guerrica Echevarria. Guerrica Echevarria, tout à fait, ouais, qui sont à mon avis un binôme très intéressant parce qu'ils doivent vraiment se compléter en fait. Il y en a un qui est vraiment fou et l'autre qui est beaucoup plus structuré. Et je pense que c'est Alex de l'Iglesia le fou, mais voilà. Mais pas forcément en fait. Ça dépend, ça dépend vrai, quoi. Voilà. Et le truc c'est que le truc c'est que moi je suis pas d'accord par contre avec Yannick sur le fait que ça n'est pas dans le film, ça est dans le film. Par exemple, c'est compliqué de spoiler ça parce que ça arrive assez tardivement. Non, mais ça arrive tardivement dans le film, mais il y a ce personnage en fait qui tente de tuer quelqu'un et qui en fait finalement bascule, voilà. Oui. Et il n'a jamais l'impact émotionnel qu'a ce type de scène-là dans les autres films de la Iglesia. Même son film là dont je me rappelle pas le titre, avec le mec qui est piégé au niveau du pied près d'un musée. Chispa della Vida. Chispa della Vida, où pendant tout le film t'as cette satire des médias, et la bascule elle arrive quasiment au plan final, mais elle arrive et elle est puissante. Là moi ça m'est passé comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le truc c'est que ce qui est certain en fait depuis Balada Triste, et ça je pense que c'est lié à à son divorce en fait, c'est qu'il a perdu une logique. Non, il a perdu une logique de structure et il a foncé un peu dans une espèce de logique misanthrope beaucoup plus prononcée en fait. Et quand je dis que c'est un cynique en fait qui veut être pur et un pur qui voudrait être un cynique, en fait c'est que c'est quelqu'un qui aborde les genres, et c'est le cas encore une fois aujourd'hui sur ce film, tu vois. Qui aborde les gens en fait toujours de manière détournée, c'est-à-dire que quand il fait de la SF avec Action Mutante, il est obligé de mettre de la comédie et pas de la comédie grasse, mais de la comédie, de la satire et du burlesque. La satire méchante, ouais, et une grosse dose d'humour noir en fait. Quand c'est le jour de la bête, bon c'est assez évident parce que c'est un film d'horreur aussi, mais c'est clairement, c'est pas un film d'horreur pur non plus, quoi. Donc voilà, quand il s'attaque à tous ces films, le western avec Perita Durango, et 800 balles évidemment, quand il fait tous ces trucs là, le thriller Hitchcockien, il y a une logique où et voilà, moi j'en ai souvent parlé avec lui en fait en interview, et il m'a souvent dit ça me fait chier de pas être capable de faire, à l'époque on parlait du Crime Farpé de 800 balles, ça me fait chier de pas pouvoir faire un vrai western, ça me fait chier de pas pouvoir être capable de faire voilà, les gens qui font ça sont meilleurs que moi parce qu'ils sont capables de tenir la distance, c'est sa logique. Et il l'a fait un film d'horreur pur, un thriller pur en fait qui est totalement méconnu. La Chambre du Fils. La Chambre du Fils, voilà. Qui était un téléfilm en fait qui faisait partie d'une série un peu L'Habitación del Niño. Voilà, l'Habitación del Niño, et Películas para no dormir. Et en fait, c'est sorti chez nous en vidéo, mais certaines n'ont même pas été diffusées en Espagne, j'ai appris récemment en fait. Donc c'est un truc qui est vraiment très peu connu en fait. Il y a celui d'Alex de la Iglesia qui est sorti, il y a celui de Balaguerro qui est sorti aussi, qui est passé à la télé, et en fait les autres ne sont pas passés. Et il y a, je crois, Enrique Urbizu, des mecs comme ça. Et le truc c'est que en fait voilà, c'est pour moi en fait ce qui est évident, c'est que c'est en dehors de ça, en dehors de Crime à Oxford, qui moi je trouvais raté parce que c'est vraiment une tentative de draguer le spectateur international, qui fonctionne pas pour moi parce que c'est là où il y a un vrai côté cynique en fait qui est pas assumé en fait dans ce film-là.
en dehors de la chambre du fils, tout ça, c'est ce qu'il arrive à faire de plus proche en fait quand il fait la deuxième partie de Delbar en fait. On va oublier le titre français qui est complètement ridicule parce que ça, c'est vraiment t'as l'impression de voir un Steven Seagal quoi, en TV quoi. Et alors non mais voilà, piège à haute pression. On est quand même dans un autre truc quoi. C'est pas mal. Et c'est ce qui se rapproche de plus de ça, c'est-à-dire l'idée de faire un film d'horreur pur, un microcosme en l'occurrence du monde dans le bar, tu vois, et de partir dans cette logique hyper misanthrope en fait, vraiment il y a ça et je pense que moi j'ai ces touches d'humanité ici et là. Moi le problème que j'ai avec le film, qui est pas un énorme problème mais qui est un problème plus contextuel en fait, c'est dommage, j'ai l'impression que c'est dommage parce que même quelqu'un comme Alex de la Iglesia qui a des gros succès en Espagne, qui est un réalisateur reconnu, qui préside au Goya, je veux dire, c'est comme si, je sais pas moi, chez nous c'était Yann Kounen qui présidait au Goya, j'en sais rien, ou je sais pas quel réalisateur, tu vois, un peu en marge, tu vois, supposément en marge, tu vois. Voilà, c'est un mec qui est reconnu, c'est dommage qu'il se retrouve à faire des films qui ont de moins en moins de budget en fait, voilà. Et quand tu sais que Zugarramundi par exemple c'est un budget de 4 millions d'euros et que tu vois tout ce qu'il y a à l'écran, celui-là tu te dis par rapport à ce qu'ils ont fait, à mon avis ils ont très très peu, ils ont vraiment, ça a dû être un budget à 2 millions, 3 millions maximum en fait, voilà. C'est vrai que c'est dommage hein. Et c'est dommage parce qu'il tourne de plus en plus, c'est-à-dire là il a encore un autre film en tournage, je crois, ou même terminé il me semble, et qui sort à Noël, mais comment dire, c'est des films de moins en moins pas ambitieux visuellement parce que c'est pas vrai, mais parce qu'il a ce métier, tu vois, mais c'est des films qui sont de plus en plus contenus en tout cas, et malheureusement, enfin pour moi, l'une des qualités de Alex de la Iglesia, c'est aussi un metteur en scène visuel très fort, et quand il a les moyens, ça donne des films comme Perita Durango, ça donne des films comme qui vraiment, encore une fois, je l'avais dit au ciné dans une reco, et c'est un film, si un jour vous avez l'occasion de le voir en salle, il faut le voir en salle quoi, parce que c'est un putain de western moderne. En même temps, mais je dis juste en même temps quand il parle de peut-être le trauma entre guillemets de son divorce, me semble être une raison, pourquoi pas, par rapport à cette misanthropie qui du coup me semble assez évidente. La misanthropie elle est là depuis longtemps. Oui, non, mais elle est toujours contrebalancée. Ce mec a fait pour moi une des plus grandes scènes du monde. Mais je le dis, c'est la plus grande jouissance que j'ai eue au cinéma depuis longtemps, et vous pouvez foutre de ma gueule, et c'est à tous les niveaux. Est-ce que c'était Hitchcockien ? Non, mais pas du tout, au contraire. Mais c'est quoi que non, mais c'est cette scène de 800 balles avec ce gamin qui se retrouve dans le lit avec une nana absolument magnifique et qui casse tous les codes de ce qu'on pourrait attendre à ce moment-là, et de cette nana qui enlève son soutien-gorge et qui lui dit touche-moi le sein, et ce gamin qui est tout excité sur la vie. Cette scène est un des trucs qui m'a le plus retourné la tête de l'histoire du cinoche. Cette scène, je la regarde en boucle, je la trouve d'une humanité et puis surtout d'une intelligence dans ce qu'elle traduit, qui est tellement le contrepoint de tout ce que Iglesia dans tous ses films charge comme une mule, elle est cet instant de pureté rêvée et fantasmatique, et je la trouve incroyable, et j'aimerais qu'il retrouve ça. Voilà. Le truc, quand je parlais de son divorce, c'est plus par rapport à, par exemple, Zugarramundi, c'est très difficile de pas le lire à travers cet axe-là, parce que c'est quand même un film qui est quand même faussement misogyne, et qui décolle sur ça à la base, c'est-à-dire la femme du personnage principal, je crois qu'il l'appelle le cancer ou le je sais plus quoi, le fléau, voilà, donc on est quand même en plein dedans, et je pense que c'est une façon d'exorciser ça. Mais bon, il faut rappeler un truc avec Alex de la Iglesia, c'est que c'est un mec qui a grandi dans le franquisme en fait, de l'Espagne, et qui a grandi dans cette Espagne complètement verrouillée par la dictature, qui en est sorti, qui dans les années 70, au milieu des années 70 en fait, et qui a dû se recréer à travers le régionalisme quoi. Et lui en plus il est du Pays Basque, enfin il est de Bilbao, donc voilà, et Guerrica Echevarria aussi. Et le truc c'est qu'ils parlent fondamentalement de ça en permanence dans leur cinéma, Ils parlent de comment dire, de la façon dont aujourd'hui le pays est complètement disloqué par ce régionalisme là aussi. C'est-à-dire que la liberté absolue au lendemain de la mort de Franco, en fait, c'est quelque chose en fait qui a plongé aussi le pays dans un abîme de doute en fait, qui font que y a un vrai combat entre
par exemple les Catalans qui sont persuadés qu'ils veulent vraiment sortir de l'Espagne en fait, les Valenciens, les trucs et tout, et en fait du coup le Pays Basque évidemment, et du coup en fait c'est voilà, ils traitent de tous ces trucs là. Ils avaient un film en prévision sur les attentats sur le terrorisme dans le Pays Basque. Alors, aujourd'hui à mon avis c'est impossible à faire quoi, mais c'est très juste, c'est très juste ce qu'il dit, et c'est d'autant plus énervant pour moi de voir, même si c'est un questionnement qui traverse tout le cinéma espagnol et qu'on peut voir chez de nombreux cinéastes sur des films que j'aime aussi énormément, et qui éclate véritablement dans le cinéma d'Alex de la Iglesia, mais encore faut-il dépasser ce que les gens y voient habituellement, alors que c'est extrêmement présent et depuis très longtemps effectivement. Et moi je pense aussi que c'est ce qui explique son côté double en fait, si tu veux, c'est-à-dire à la fois d'avoir envie c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a grandi. L'attentat contre Franco qu'il montre dans Baladatrice, c'est quelque chose qu'il a grandi, qui s'est passé à quelques rues de chez lui. Ouais. Donc en gros, et il avait 8, 9, 10 ans, et lui il décrit ça, même pas, il avait 7 ans, 8 ans, et il décrit ça comme le moment où il a compris la perte d'innocence totale en fait. Et du coup en fait, quand tu grandis, je pense, avec cette espèce de logique, la pureté que tu recherches, tu peux pas vraiment l'avoir parce que tu sais que le monde est pourri quelque part en fait, si tu veux, et tu le sais à 8 ans quoi. Donc du coup en fait, si tu veux, même si tu essayes de le chercher, même si tu essayes de le revendiquer dans ton cinéma, c'est pas possible. Et du coup en fait, tous les trucs qui sont alors tu as parlé de Migrant Noche, mais il y a surtout, moi je trouve ce film fondamental, extrêmement méconnu dans la carrière d'Alex de la Iglesia, qui est Muertos de Risa, qui parle de de la télé espagnole dans les années 70. Il parle du franquisme, il parle de tous ces trucs là, etc. Et et qui montre l'envers du décor. C'est deux comiques extrêmement populaires dont le seul ressort comique en fait c'est de se foutre des baffes sur la gueule. Ok, et il se trouve que ils se détestaient. Et du coup ils ont toute l'idée derrière le film en fait, c'est de montrer en fait ces deux frères ennemis qui sont liés par le succès de leur duo. Et qui cherchent à vraiment s'entretuer, et que le public ne voit pas ça en fait, c'est-à-dire que voilà, et ça se termine par un plan, moi je trouve absolument incroyable, d'une pureté narrative absolue quoi, où ils arrivent à un tel point d'entretuer, de s'être entretués, qu'ils se retrouvent dans le lit d'hôpital à l'article de la mort. Et il y en a un dont je spoil, commence à être plat, et le deuxième qui se lève et qui met une baffe au premier pour faire redémarrer pour le maintenir en vie quoi. Parce qu'ils ont besoin d'eux, c'est leur vie, ils peuvent pas en fait, ils se détestent mais ils sont obligés de vivre ensemble, et parce que sinon ça marche plus quoi. Et ça, je pense que c'est comme le plan final de Baladatrice, quand elle se jette dans le vide et qu'elle est ce désir absolu que tout le monde essaye de s'arracher, cette pureté, cette beauté. C'est l'Espagne quoi, qui est complètement disloquée, littéralement disloquée symboliquement en fait dans le saut final en fait, c'est-à-dire le saut, littéralement ça se passe encore une fois, enfin je veux dire c'est là, hein, le franquisme c'est à cette époque-là dans le film, tu vois. Et voilà, en fait c'est quelque chose qui le travaille énormément. On a parlé pendant longtemps dans les années 90, on parlait des cinéastes de Hong Kong qui avaient la trouille de la rétrocession à la Chine, etc. Mais voilà, t'as ce truc aussi chez les cinéastes espagnols, et particulièrement chez Alex de la Iglesia, et c'est pour ça à mon avis que même si tout ça c'est très symbolique et que c'est très masqué dans des histoires assez baroques et folles, pas tant que ça, tu vois, Mes chers voisins était un symbole assez évident de ça. T'auras toujours un personnage là-dedans je veux dire probablement moins fait de manière moins subtile que Muertos de Risa, mais ça y est quand même dans la plupart de ça ces y est films. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est ce qui fait que les gens aussi adhèrent au truc, c'est-à-dire que, et c'est comme Torrente en fait, c'est-à-dire la comédie Torrente il a rien à voir avec ça, Alex de la Iglesia, la comédie de Santiago Segura, c'est un personnage de franquiste qui a oublié qu'il est plus sous la dictature. Donc c'est un personnage de gros con dégueulasse, tu vois, et qui est limite à regretter le bon vieux temps, tu vois, et où on torturait les gauchos quoi. Mais le truc, c'est que c'est une manière. C'est ce qui est très intéressant dans le cinéma espagnol, et ce que fait Alex de la Iglesia clairement, et ce qu'à mon avis il a vraiment poussé cette logique beaucoup plus loin qu'un Almodovar ou des mecs comme ça, c'est qu'il exorcise littéralement ça en fait. L'exorcisme, c'est ce passé que nous en France par exemple on traite pas avec la collaboration de ces trucs là, et c'est ça qui est malheureux dans le cinéma. C'est peut-être partie des faiblesses de Elbar, parce qu'il y a un truc, alors je sais pas si la comparaison avec Tim Burton est heureuse ou pas, mais souvent on disait Tim Burton c'est le cinéaste qui chérit les freaks, etc. et de la Iglesia, j'ai l'impression, et ça se retransmet dans les personnages finaux entre guillemets d'Elbar, donc ceux qui survivent, ceux qui sont peut-être les moins pires dans l'histoire, j'ai l'impression que c'est presque des gens
plus normaux, des personnages plus, voilà, des jeunes urbains, etc., le hipster, la meuf bien apprêtée, etc., qui se retrouvent à être finalement les gens devant la scène et qui sont les moins détestables du film et qui survivent et qui... ça dépend, hein. Dans Crimen Perfecto, c'est un gros con, le mec. Ah bah oui, mais justement, Crimen Perfecto, c'était il y a 10 ans. Ouais, mais il est que dans l'apparence, le type. C'est le tombeur, le macho latin de base. Se trouve à coquiner, c'est pareil, idée géniale. Le macho tombeur de base qui se retrouve à coquiner avec une nana qui est moche. J'adore ce film. Ce film, je pense que c'est sa meilleure comédie. C'est son pire cauchemar, quoi. Non mais non, juste pour finir sur ça, sur Eldar, j'ai l'impression que ces personnages-là qu'il aimait beaucoup, ils appelaient ça, je crois, les freakies, un peu une hispanisation du terme freak. Freak, c'est les geeks, freakies en espagnol. Voilà. C'est les geeks, en fait. Et dans Eldar, j'ai l'impression qu'il s'en éloigne un petit peu. Voilà, c'est tout. Et ça, il les laisse dans la cave, quoi. Il les laisse dans la cave, littéralement. Eh bien, ne restez pas dans votre cave, sortez de la cave et regardez tous les films d'Alex de la Iglesia si vous n'avez pas eu l'occasion. Et regardez notamment El Bar, qui est donc disponible depuis peu en VOD. On se retrouve à la rentrée, notre temps est écoulé. Merci à tous les trois, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne, pareil pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis on vous dit à très vite. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.